Bonjour, bienvenue dans cette deuxième partie de la vidéo dédiée à la diode. Dans celle-ci, on va s'intéresser à la polarisation de la jonction ainsi qu'aux caractéristiques d'une diode. Dans la première partie de cette vidéo, on a regardé comment était construite une jonction et maintenant on va regarder ce qui se passe lorsqu'on la polarise. Donc si on prend notre jonction PN ici et qu'on lui applique ici une tension à partir de l'alimentation qui est là, avec le côté plus de l'alimentation relié au côté P et le moins du côté N, on va regarder ce qui se passe. Dans ce cas-là, les charges positives vont entrer du côté P de notre jonction ou de notre diode. Et en fait, de ce côté-là, on est ici plutôt négatif. Donc, on va devenir moins négatif qu'on était avant. Du côté N, on va avoir des charges négatives qui vont être injectées, c'est-à-dire des électrons. Et vu qu'on est ici positif, on va devenir moins positif. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que la zone isolante, la barrière potentielle, diminue en dimension. Et en fait, si on continue à injecter des charges plus et moins du côté P et N, on va avoir la jonction qui va diminuer jusqu'à disparaître et laisser passer le courant électrique. C'est ce qu'on appelle la polarisation directe de la jonction. Donc lorsqu'on met le côté positif de l'alimentation du côté P de la diode, donc du côté positif, on a ici la polarisation directe, le courant va passer à partir d'un certain niveau. A l'inverse, si on met l'alimentation avec le côté négatif qui va être du côté P de la diode et le côté positif de l'alimentation du côté N de la diode, on va injecter des charges positives ici du côté N. Vu qu'il est déjà positif, il va devenir encore plus positif. Des charges négatives vont partir de l'alimentation et entrer du côté P de la diode. Donc vu qu'elle est négative, elle va devenir encore plus négative. Et de ce fait-là, la zone isolante va, elle, cette fois, augmenter. Donc elle va devenir encore moins conductrice. Alors il y aura une limite. Il faut bien s'imaginer que la zone isolante ici est la jonction PN est un élément ici très petit. Donc c'est quelques millimètres de silicium. Donc à partir d'un certain moment, donc si on augmente la tension au-delà d'un certain niveau, le courant électrique va quand même passer à travers et brûler le composant. C'est ce qu'on appelle le claquage. Une fois que la jonction a subi ce claquage, elle est détruite. Et à ce moment-là, est-ce que la diode va être cassée, ouverte ou fermée? Ça, on ne peut pas le savoir avant que ça se passe. Et ça dépend d'un élément à l'autre. Mais ce qui est sûr, c'est qu'après le claquage, l'élément est détruit et il faut le changer. Voilà, donc on voit que polarisation directe, le courant passe à partir d'un certain niveau. Et polarisation inverse, on a ici la barrière potentielle qui augmente, donc ça devient plus isolant jusqu'au moment du claquage. On va maintenant s'intéresser au symbole de la diode ainsi qu'à son boîtier. Donc si on part de notre jonction PN avec les dénominations des deux côtés, pour la zone P c'est l'anode, on va utiliser la lettre A, et le côté N c'est la cathode, on va utiliser K pour la dénomination allemande. Et en fait, le symbole ici, lié à cette jonction PN, on va avoir ici un triangle avec le trait qui est ici, qui représente la cathode, la zone N. Notre triangle ici correspond à la flèche de courant, le courant va passer dans ce sens-là. Pour le boîtier, on va retrouver dessus notre trait ici, qui correspond ici au trait du symbole, et c'est la cathode. Comme ça, on sait dans quel sens
se trouve la jonction à l'intérieur de ce boîtier noir. On va retrouver d'autres types de boîtiers, comme ceux-là. Sur certains, on va retrouver le trait ici, là, là. Sur d'autres, on aura le symbole qui sera dessiné dessus, comme on le voit ici. Et ici, on ne le voit pas, mais il est aussi dessiné. Voilà, donc différents types de boîtiers, pour différents types de puissances, pour des petits éléments comme celui-ci qui est SMD, donc ce sera pour des faibles puissances. Ici, des puissances plutôt moyennes. Et ici, pour des puissances plus fortes, on a des éléments qui peuvent se visser sur des refroidisseurs. On va s'intéresser maintenant à la caractéristique de la diode. Donc, elle aura cette forme ici. Donc, si on s'intéresse d'abord au sens passant, polarisations directe, on a vu qu'en polarisations directe, la barrière de potentiel diminue au fur et à mesure qu'on met de la tension dessus. Il va falloir arriver à un certain seuil de tension pour qu'elle se mette à conduire. Ce seuil, ce sera UF ou VF, suivant les datasheets de fabricants. Et pour des petites diodes, ce sera environ 0,7 volts. Donc il va falloir diminuer cette barrière de potentiel jusqu'au moment où elle se met à conduire. Donc si on essaye de schématiser ça avec le dessin d'un barrage, ici, il va falloir augmenter la tension jusqu'à arriver au niveau du barrage, qui est 0,7 volts, dans ce cas ici. Et puis à ce moment-là, ça se met à conduire. Dès qu'on descend en dessous, si on redescend, la diode se rebloque. Donc on doit maintenir ce niveau-là pour qu'on puisse passer par-dessus. En sens inverse, on a ici la tension de claquage. Notre diode va bloquer, ici, tout le temps, jusqu'à arriver à une tension qui sera trop élevée pour le silicium. Et à ce moment-là, le silicium va brûler et la tension, le courant va pouvoir circuler pendant un temps très court. Et ensuite, l'élément semi-conducteur qui sera détruit sera soit brûlé et puis on n'aura plus de contact du tout, ou alors on peut avoir un court-circuit. Mais ça, on ne peut pas le savoir à l'avance, comme je l'ai dit avant. À partir de la caractéristique, on peut calculer la résistance de la diode. Donc si on part de cette caractéristique ici, on n'a pas à faire une résistance standard, c'est ce qu'on appelle une résistance dynamique. Pour ça, il faut prendre deux points sur la caractéristique. Donc, par exemple, un point ici et un autre point ici. On ne va pas les choisir n'importe comment. Si on veut travailler, par exemple, dans la zone qui est là, on va choisir deux points autour de cette zone-là. Si on avait pris ces deux points-là et qu'en fait, plus tard, on veut travailler un courant de 200 mA, ben on a mal fait notre travail. On va plutôt choisir ces deux points-là si on veut travailler autour de 100 mA. Voilà. Mais on prend deux points. Et puis, on va ici prendre ce triangle qui est là, où on a la base qui est delta U, donc la différence entre cette tension-là et cette tension-là, et un delta I, donc la différence entre le courant qui est à ce point-là et à ce point-là. Et puis, on va utiliser la loi d'Ohm, mais avec les deltas. Donc, la résistance dynamique, ici avec un R minuscule, vu qu'elle varie en fonction de l'endroit où on se trouve, ce sera la différence de U sur la différence de I. Donc la différence de tension sur la différence de courant. Par exemple, dans l'exemple qui est ici, on a entre 0,8 volts et 1 volt, on a 200 millivolts. Et ici, on est un peu plus haut que 40 mA et on a un peu plus haut que 140 mA. Donc on a environ 100 mA et on obtient 2 ohms. Notre caractéristique va être influencée par la température. Donc, si on reprend cette caractéristique-là, lorsqu'on va appliquer la chaleur sur l'élément, elle va varier. Donc, si la température augmente, cette caractéristique ici va glisser contre la gauche. Par contre, si on refroidit la jonction, elle va glisser contre la droite. Donc, elle garde la même forme, mais elle se déplace. Donc en fait, c'est le seuil de tension qui augmente ou diminue. Et ce seuil de tension diminue de 2 mV chaque fois que la température augmente de 1 degré.
Donc si on augmente de 10 degrés, là, le seuil de tension va diminuer de 20 millivolts. Pour la caractéristique inverse, on a aussi une modification liée à la température. En fait, on a un petit courant de fuite ici, et ce courant de fuite, il va doubler tous les 8 degrés d'augmentation de la température. Donc si on passe de 20 à 28 degrés, en fait, le courant de fuite va doubler. Donc faites attention, tous les 8 degrés, ça va doubler, donc ça va faire x2, 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 donc ça va faire 2, 4, 8, et on peut vite venir à des courants de fuite assez élevés. Voilà, dernier point de cette vidéo, on va regarder ce qui est donné par les fabricants. On va prendre certains points, on ne va pas tout passer en revue, mais les fabricants vont vous donner ce qu'on appelle des datasheets. Donc c'est des caractéristiques du composant que vous achetez. Par exemple ici pour une petite diode, la N4148 ou un N4448, et une diode de puissance plus élevée, en N4001 ou 4007, on a ici des valeurs un peu correspondantes. Bien regarder ici au niveau des dénominations, c'est pas toujours la même chose. Donc lisez bien ici les paramètres qui sont donnés pour vous retrouver dedans. Mais si on regarde certains points qu'on peut comparer entre les deux, la tension inverse, donc la tension de claquage, ici pour la petite diode on a 100 volts. Pour les diodes ici de puissance plus élevée, on a différentes familles, mais on a 50, 100, 200, 400. Et si on prend la plus grande, la 1N4007, elle va pouvoir bloquer jusqu'à 1000 volts. Elles vont pouvoir laisser passer du courant, qui est le courant direct. On peut avoir des courants continus ou des courants de pic, mais si on prend le courant continu, la petite diode elle peut laisser passer 200 mA. Et puis la diode de puissance, ici, c'est 1 ampère. Au niveau du seuil de tension, UF ou VF, dans ce cas-là, c'est VF qu'ils ont donné, on a ici, pour la petite, c'est entre 0,62 et 0,72, donc c'est bien les 0,7 que je vous ai donné avant. Par contre, pour cette diode ici, qui est une diode de plus forte puissance, on est tout de suite à 1,1 volt. Certains fabricants, comme par exemple celui de la N4148, vont aussi vous donner la caractéristique que je vous ai décrite avant. Ici, avec plusieurs types de températures. Voilà. Dans la vidéo suivante, on va regarder comment calculer un circuit à diode. Je vous remercie de votre attention, une bonne journée. Au revoir.